Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Le débat autour de la déchéance de nationalité agite les politiques et les médias depuis 2 mois. Dès mardi, le débat arrive à l'Assemblée. Sur ce sujet, comment se positionnent nos élus finistériens? On en parle aujourd'hui avec Jean-Luc Bonneven, député socialiste du Finistère. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Maël de Calan. Bonjour. Bonjour. Président donc des Républicains dans le département. Bonjour messieurs. Et puis à ce propos, Julie Sicot nous rappellera comment on acquiert ou l'on perd la nationalité française jusqu'ici. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Enfin, ne n'oublierons pas le sport, c'est lundi, on fera un retour sur les événements du week-end. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. On vous retrouve en fin d'émission, mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 1er février. Alors après les actions de blocage des agriculteurs la semaine dernière sur les routes bretonnes, les éleveurs annoncent des actions coup de poing cette semaine dans les supermarchés. Mais lors de ce week-end de répit, ils en ont profité pour rencontrer certains de leurs députés. Et c'était votre cas, Jean-Luc Bonneven. Vous êtes député donc de la 3e circonscription dans le Nord Finistère. Vous avez reçu des agriculteurs en colère. Est-ce qu'ils venaient vous demander des comptes ou du soutien ? Alors j'ai reçu effectivement une délégation donc de 5 agriculteurs représentants de toute la circonscription d'ailleurs et je les ai reçus dans ma permanence et dehors il y avait une 60aine d'agriculteurs avec force matérielle. Donc je les ai reçus, j'ai entendu leurs doléances que je connais bien par ailleurs puisque j'exerce le même métier, donc c'est assez pratique. Et donc on a échangé sur les difficultés actuelles. Ils m'ont parlé du projet de loi porté par les Républicains, donc qui sera présenté à l'Assemblée aussi jeudi. Donc on a échangé, on n'est pas d'accord effectivement sur les analyses de fond, mais en tout cas ça a permis d'avoir un échange intéressant et je crois qu'on n'a pas ici le temps de développer le sujet au fond, mais on a une vraie détresse actuellement qu'il faut prendre en compte. Et moi je suis partisan de trouver des solutions évidemment immédiates. Il faut bien traiter la crise, mais on a des solutions de fond qu'il va falloir aussi traiter. Et ça c'est un travail de plus longue haleine. On sait bien que la question des marchés c'est un vaste sujet qui dépasse largement les questions locales. Donc il y a deux choses dans cette affaire. Il y a quelque chose à faire en urgence et puis il y a un travail de fond qui est à mener, mais qui est déjà traité par le gouvernement, mais qui mérite effectivement d'être approfondi en fonction de ce qui se passe actuellement. Et vous approuvez la forme que prennent ces manifestations, ces blocages qui paralysent les routes bretonnes? Non, je ne partage pas, parce que je crois que là, on a aujourd'hui effectivement des manifestations où il y a des dégâts, il va falloir payer, c'est l'argent public. On sait bien qu'aujourd'hui, tout ça a un coût. Donc je crois qu'aujourd'hui, et en plus, je crois vraiment que c'est pas ça qui changera le fond des choses. Et donc c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que les agriculteurs ont besoin effectivement d'exprimer une colère, mais en même temps on sait que ça coûte de l'argent et que ça ne changera pas, hélas, la face des choses. Un mot, Maël de Calan, sur le sujet? Très rapidement, dire à tous ceux qui nous écoutent que si l'agriculture tombe en Bretagne et dans le Finistère, c'est toute l'économie qui tombera avec elle. Parce qu'il y a énormément d'emplois induits dans les commerces, les services publics, les banques, les assurances, qui dépendent de cette économie productive qui est agricole. Et donc il est effectivement urgent, pas seulement d'écouter, mais de trouver des solutions, de faire des propositions. Et pour notre part, la direction dans laquelle on a envie d'aller, et je m'arrête là, c'est un allègement des charges sociales, fiscales, réglementaires qui pèsent sur les exploitations pour que, y compris quand les prix qui fluctuent et quand ils s'établissent à des niveaux assez bas, faire en sorte que les agriculteurs et les exploitations puissent gagner de l'argent parce qu'ils seront, si vous voulez, plus légers. Là, je vais redonner la parole juste une seconde à M. Bonneven. La première solution, ce serait quoi selon vous ? La solution, alors la question de la baisse des charges, elle est déjà en route. La question, c'est qu'on ne peut pas baisser les charges parce qu'il y a des conséquences. Quand on baisse des charges, il faut aussi compenser. Aujourd'hui, on est dans une situation, tout le monde sait aussi qu'on peut toujours dire qu'il faut baisser les charges. Moi, je crois que cette incantation, moi je l'entends parfaitement. Et c'est vrai qu'il faut baisser. C'est une des solutions, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. La question, c'est qu'effectivement, il y a une question d'urgence. Mais d'abord, les questions agricoles sont dictées par des questions de marché. Les questions de marché, on a bien vu, ça ne fonctionne pas. C'est pas de l'ordre. Le gouvernement ne peut pas agir en quelques jours sur des prix de marché. Donc, c'est une question de fond. Parce que la question de fond, je partage. Il y a une question de prix. Si on n'a pas de prix, effectivement, les agriculteurs continueront à avoir une situation très difficile. Donc, il y a sur tous les tableaux, il faut agir. Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'actions. Je pense à l'embargo avec l'Ukraine. Il y a des déplacements Russie qui sont faits. Je crois que là, on progresse, on va dans le bon sens. Donc, on espère en tout cas une levée de l'embargo assez rapidement.
Donc, on aura l'occasion de toute façon d'en reparler dans les semaines à venir. Merci beaucoup à tous les deux. Dans l'actualité également, cette impressionnante manœuvre de sauvetage près des côtes landaises. Le Modern Express, ce cargo en difficulté depuis près d'une semaine dans le golfe de Gascogne, est actuellement tracté par le remorqueur espagnol Santorus. Ce remorqueur espagnol a réussi à se connecter au cargo avec succès en fin de matinée. Le convoi fait route à 5 km/h et pour l'instant l'objectif est de l'emmener vers le large. Depuis plusieurs jours, le remorqueur brestois Abeille-Bourbon était sur place, mais échoué à mettre en place la remorque à cause d'une météo défavorable et de la forte gîte du bateau. On rappelle que le Modern Express est chargé de 3600 tonnes de bois et d'engins de travaux publics. Les 22 membres d'équipage avaient été évacués dès le 26 janvier par des hélicoptères espagnols. Et les meilleures tables de France dévoilées ce lundi par le guide Michelin. Une pluie d'étoiles dans le Finistère, puisque sur les 5 nouveaux chefs étoilés en Bretagne, 4 sont dans notre département. Alors on note les 3 Rochers à Sainte-Marine, le Château de Sable à Port-Spoder, le Racam à Roscoff et l'Allium à Quimper, dont le chef justement Lionel Enaf nous a fait part de sa joie par téléphone. On l'écoute. Je m'étais jamais caché sur le fait que c'était quand même un objectif en ouvrant Allium d'aller chercher l'étoile au Michelin. Bon, maintenant l'avoir aussi rapidement, c'était pas non plus prévu. En fait, ils nous l'ont décerné après 3 mois d'ouverture parce qu'ils ont bouclé le guide autour de la mi-octobre. Donc nous, en ouvrant fin août, c'est vrai que c'était quand même très rapide. Bon, l'étoile, c'est surtout avant tout la cuisine. Donc bon, c'est vrai que la cuisine que je propose les a séduites sur la qualité des produits, les fournisseurs, tout ça. Je sais que le décor leur a beaucoup plu. Ils ont la vaisselle, il m'a fait des remarques sur la qualité de la vaisselle, tout ça. Donc voilà, je pense que l'ensemble les ont vraiment séduits et donc voilà, c'est ce qui a fait la réussite aussi rapide, je pense. Et l'étoile montante de la droite finistérienne a été élue samedi avec 97% des voix. Maël de Calan est le nouveau président de la Fédération finistérienne des Républicains. Maël de Calan, vous étiez le seul candidat, donc pas trop surpris, mais heureux quand même, j'imagine. Oui, si j'avais perdu une élection interne à laquelle j'étais le seul candidat, là, j'aurais dû me poser des questions. Non, simplement dire que c'est pas nécessairement pour moi que les gens ont voté, mais aussi pour un projet qui est porté très largement par les principaux cadres de la droite et du centre du département, le maire de Quimper, le maire de Morlaix, le sénateur de Douarnenez, et qui est un projet qui est fondé sur 3 piliers. D'abord, l'union. L'union de notre famille politique et l'union de la droite et du centre. Ensuite, le travail, c'est-à-dire bâtir ensemble un projet de développement économique et social pour le département. Et enfin, l'humilité. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les partis politiques, mais c'est de sortir la mauvaise foi, la langue de bois, les stéréotypes, les attaques systématiques du camp adverse de notre langage, pour essayer d'incarner une formation politique qui donne envie, et notamment qui donne envie de nous rejoindre. Dans votre parti ? C'est ce qu'il y a en général dans les partis politiques en France, et ce qu'il y a pu y avoir, y compris dans les Républicains et à l'UMP avant, dans toute la France, bien sûr. Il y a des comportements à la fois sur le fond et sur la forme, je pense à un manque d'éthique, à un manque de morale, qui depuis, 15, 20 ou 25 ans, dégoûtent les Français de la politique. Les agriculteurs que je rencontre, comme le fait certainement Jean-Luc Benven, ont un mot à la bouche et ils ont bien raison, ça fait 20 ans qu'on vous dit ça et rien ne se passe. Donc si vous avez d'un côté l'impuissance publique, c'est-à-dire à quoi sert une formation politique sur le fond, et de l'autre côté un langage complètement stéréotypé qui se ressemble contre dans le Finistère, dans les Bouches-du-Rhône ou à Paris, c'est le même, ce sont les mêmes arguments, les mêmes attaques. Nous on a envie de sortir de ça. Et quand les journalistes nous posent une question, on répond à la question, on ne répond pas à l'élément de langage qu'on a appris par cœur. Et on pense, le pari qu'on fait, mais qui correspond aussi à notre sentiment, à la manière dont on a envie de faire de la politique, le pari qu'on fait, c'est que c'est en s'ouvrant très largement, qu'on donnera envie aux gens de nous rejoindre et puis peut-être même un jour de voter pour nous. Très bien, merci Maël de Calan. Et puis un autre vote avait lieu ce week-end dans la commune de Plobanalec-l'Esconil. Les habitants ont élu une nouvelle équipe municipale avec 56,9% des voix. Bruno Julien de la liste Vivre Ensemble est élu maire. Sa liste se positionne pour le maintien de l'école municipale à l'Esconil. On rappelle que c'est la polémique autour du déplacement de cette école vers le bourg de Plobanalec qui avait déclenché la démission de plusieurs élus en octobre dernier.
Ils ont battu le pavé pour la levée de l'état d'urgence et contre le projet de déchéance de nationalité. Samedi, des manifestations se sont déroulées partout en France à l'appel de syndicats et d'associations de défense des droits de l'homme. Dans le Finistère, ils ont défilé à Brest et à Quimper. Quimper, où ils étaient près de 200. Elvire Simon. Ni un, ni deux, ni trois mois de plus. On n'en veut pas de cet état d'urgence. Sous la pluie de Quimper, les manifestants sont au rendez-vous et ont donné de la voix. Objectif, appeler à la levée de l'état d'urgence en vigueur pour le moment jusqu'au 26 février, alors que le gouvernement s'apprête à présenter un projet visant à le prolonger à nouveau de 3 mois. Mais également s'opposer à l'extension de la déchéance de nationalité envers les personnes condamnées pour activités terroristes. C'est une décision qui stigmatise une partie de la population. Alors c'est vrai que le gouvernement là a décidé de retirer des textes les notions de binationalité, mais dans les faits, ce qui va se passer, c'est que ce seront les personnes qui auront la double nationalité, même si c'est plus inscrit, qui seront visées. Et ça, c'est parce que en fait, on n'a pas le droit de créer d'apatrides. On a une catégorisation d'une certaine partie de la population qui fait qu'elles ne seront pas traitées devant la loi à l'égal des autres. Quand on est en état d'urgence, le pouvoir judiciaire est complètement squeezé. Le pouvoir judiciaire, c'est ce qui sert à contrôler en fait les forces de police. C'est ce qui fonde notre état de droit, la séparation des pouvoirs exécutifs et législatifs. Des projets considérés comme inefficaces et dangereux pour les libertés. C'est des mesures qui sont complètement antidémocratiques et qui vont dans le sens d'une fascisation de l'État. Je pense qu'au départ, il y avait peut-être raison de promulguer cet état d'urgence. Maintenant, je me demande si c'est bien nécessaire. Je me demande si ce n'est pas une façon déguisée de faire rester les gens à la maison et de ne plus manifester quelque opposition que ce soit. Tout le long, sous escorte policière, les marcheurs n'ont pas manqué de défiler devant la permanence de l'ancien député finistérien Jean-Jacques Urvoas, tout récemment promu garde des Sceaux et nouveau porteur du projet de déchéance de nationalité tant décrié. Alors on le voit, beaucoup d'agitation autour de la déchéance de nationalité française, mais est-ce que cette loi va vraiment modifier ce qui existe déjà? Julie Sicot, vous allez nous éclairer sur le sujet. C'est quoi exactement la nationalité française? C'est le lien juridique qui unit un individu à un État. Grâce à ce lien, les citoyens ont des obligations, mais aussi des droits à la fois politiques, civils ou professionnels. Alors en France, on devient français soit par filiation, le fameux droit du sang. Il suffit qu'un de vos parents soit français. Il y a aussi le droit du sol. Si votre parent est né étranger mais né en France, que vous naissez en France, vous êtes français. Et depuis 1998, on peut acquérir la nationalité française lorsqu'on devient majeur, si on est né en France de parents étrangers, non nés en France, et si on réside dans le pays depuis au moins 5 ans à partir de l'âge de 11 ans. À côté de cela, on peut aussi acquérir la nationalité française suite à un mariage, une adoption ou bien par naturalisation. Alors, depuis quelques semaines, le débat sur la déchéance de nationalité agite donc le milieu politique. Que dit précisément ce texte? Alors, il faut savoir que la déchéance de nationalité est déjà inscrite dans les textes français. Pour l'instant, ça ne concerne que des gens qui ont acquis la nationalité française. Ça arrive pour des cas très graves, terrorisme ou atteinte aux intérêts de la nation. Eh bien, le gouvernement mené par le Premier ministre veut étendre ce droit et l'ouvrir, vous l'avez compris, donc aux Français de naissance. Il veut de plus modifier la Constitution. Le texte précise que les personnes déchues seraient celles condamnées pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Mais les binationaux seraient les seuls à être touchés par ce changement constitutionnel. La France a signé, mais sans ratifier, plusieurs textes internationaux pour ne pas créer de personnes apatrides. Les Français avec une seule nationalité ne pourraient pas être touchés. Selon une étude de l'INED de 2008, les binationaux représenteraient plus de 3 millions de Français, soit 5% de la population. Le texte doit commencer à être débattu le 3 février et il devrait être approuvé par les 3/5 du Parlement pour être approuvé. Alors justement, côté Parlement, dans les parlementaires finistériens, qui pensent quoi? Alors Pauline, nous avons 8 députés dans le département, tous socialistes. Une s'exprime en faveur de la déchéance de nationalité. Il s'agit de Patricia Adam. 5 sont contre, comme vous le voyez sur cette image. Gilbert Lebris et Marie-Thérèse Leroy, qui suppléent depuis une semaine le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, ne se prononcent pas. Alors côté sénateur, François Marc, socialiste, votera pour. Marie-Yvonne Blondin s'est positionnée contre. Philippe Paul, des Républicains, ne s'exprime pas. Et Michel Cannevet, centriste, n'a pas encore arrêté sa position.
Merci beaucoup Julie pour cet éclairage. Alors Jean-Luc Blenven, vous êtes donc député socialiste du Finistère et vous vous positionnez contre cette déchéance de nationalité. Expliquez-nous pourquoi. Bon, il faut rappeler qu'on a donc la France a connu des attaques importantes. Enfin, je crois qu'on oublie un peu dans ce contexte-là, quand même, parce que pourquoi c'est revenu sur la table? Parce qu'on a eu un vrai état de guerre quasiment, hein, donc faut pas l'oublier. Donc, qui a créé une émotion très très forte qu'il a fallu. Je crois qu'aujourd'hui, on a dû gérer une émotion très très forte dans le pays et prendre des mesures. Donc, ça a été aussi la réponse extrêmement efficace, à mon avis, du chef de l'État au lendemain des attentats. Donc, il y a eu des mesures de prise. Le Congrès a été réuni. Il y a eu des décisions qui ont été prises dans l'urgence et dans l'émotion. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, cette notion de cette prise de décision, de mettre l'état d'urgence dans la Constitution a été prise. Et donc, il y a eu cette mobilisation sur la sécurité, donc des moyens ont été affectés, etc. Et je crois qu'on a eu cette mobilisation efficace. Maintenant, effectivement, on se trouve avec cette question de la prolongation de l'état d'urgence. Est-ce qu'il faut prolonger l'état d'urgence? Moi, je crois que on est dans une situation dangereuse. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'aujourd'hui, effectivement, continuons comme ça. Mais en France, on a un pays particulier, on est un pays aussi des libertés. Et je crois qu'on a cet équilibre au fond à trouver entre cette sécurité et cette liberté qui nous est aussi... Vous parlez du plan de l'état d'urgence, mais sur la déchéance de nationalité, pourquoi vous êtes contre? Qu'est-ce qui vous paraît inutile, dangereux avec ce texte? Je crois que ça touche aussi à un certain nombre de... Je crois qu'on a gagné, on est un pays aussi où on a gagné sur un certain nombre de droits. Par exemple, je prends la question de la peine de mort, parce que ça a été une lutte très très difficile. Et je crois qu'à partir du moment où on appuie cette déchéance de nationalité, on se trouve aussi dans une situation qui me fait penser un peu à ça, parce qu'on prend aussi un certain nombre de risques pour aussi, finalement, des libertés qu'on a gagnées. Et je crois qu'il faut faire très attention. Et donc, moi, je crois que la déchéance de nationalité qui avait été annoncée, effectivement, donc quand on a pris cette position, est annoncée aussi pour les binationaux. Donc, on a aussi une vraie difficulté sur cette question-là. Donc, cette question aussi face à une certaine fronde dans le groupe socialiste, dont le gouvernement est revenu sur cette question. Donc, aujourd'hui, il y a des évolutions que je trouve intéressantes. Ceci dit, maintenant, je crois qu'on va avoir un débat parlementaire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, au fond, c'est qu'on va avoir un vrai débat où des questions vont être posées et des amendements vont être proposés. Le chef du gouvernement a annoncé qu'on pourra amender largement ce texte. Et donc, je crois que le débat, là, on aura un vrai débat parlementaire très intéressant. Donc, moi, je reste aussi dans l'attente des amendements qui vont être acceptés par le gouvernement et qui mettront justement aussi un frein à cette tendance à aller un peu un peu trop, à mon sens, dans le sens de cette possibilité pour l'État de créer finalement des situations difficiles, à mon avis, pour un certain nombre de personnes. Et je crois que la réaction d'ailleurs des binationaux a été aussi très forte. Et ça ne m'étonne pas, parce que du coup, il y a eu aussi une forme d'incompréhension de la part d'un public qui s'est senti mis en avant là-dessus. Stigmatisé. Maëlle de Calan, quelle est la position de la droite finistérienne sur le sujet ? La droite finistérienne n'a pas de position particulière, on n'est pas là pour donner une ligne. Moi, je peux vous dire ce que j'en pense. Je crois que la France a un génie extraordinaire pour se déchirer et s'entretuer sur des choses qui ne sont pas toujours essentielles. Ce qui est essentiel pour lutter contre le terrorisme, c'est de savoir ce qu'on fait en matière de renseignement, et notamment de réorganisation des services de renseignement, pour savoir ce qu'on fait en termes de contrôle des mouvements aériens. Il y a quelque chose qui est en débat au Parlement européen qui s'appelle le PNR, c'est-à-dire le registre des gens qui prennent l'avion, si vous voulez, pour éviter que les terroristes puissent embarquer sans être signalés. Donc, il y a des tas de choses qui sont utiles contre le terrorisme. Puis ensuite, il y a des symboles. François Hollande, quand il a fait son grand discours au Congrès après les attentats, qui était d'ailleurs un beau discours, a dégainé cette idée de déchéance de nationalité. Moi, je vais vous dire, je pense que si j'étais parlementaire, je voterais cette disposition, parce que les gens qui nous écoutent attendent des réponses claires, donc moi je la voterais, mais tout en reconnaissant et tout en disant très clairement que ce n'est pas une disposition utile, c'est un symbole qui consiste à dire aux gens qui ont retourné leurs armes contre la France, qui ont assassiné des Français, qu'ils se sont exclus eux-mêmes de la communauté nationale. Mais ce n'est pas un symbole que je mettrais au cœur du débat. Enfin, pour moi, c'est complètement périphérique, si vous voulez, par rapport à tout ce qui nous intéresse, à savoir la lutte antiterroriste. Donc c'est un symbole, mais qui ne règle rien. Et ceux qui disent que c'est inutile ont assez largement raison. C'est un symbole qui n'est pas essentiel. Mais en même temps, je trouve que la charge des opposants à ce symbole, Christiane Taubira vient de sortir un livre pour dire que c'était très dangereux, que ça allait stigmatiser des millions de Français. Je trouve que c'est très exagéré.
et que ce symbole ne va pas non plus remettre en cause notre ordre constitutionnel, notre régime de liberté, et que les millions de Français qui sont issus d'une autre nationalité ne se sentiront pas stigmatisés, parce que tout le monde peut expliquer pourquoi on introduit cette disposition et le contexte dans lequel on l'a fait. Donc vous voyez, c'est ni la potion miracle, donc je ne comprends pas que le débat se concentre sur ça, ni la catastrophe pour les libertés publiques. Stigmatisation, le mot est peut-être un peu fort, mais la mise à l'écart peut-être des binationaux sur cette question qui ne seraient pas traités comme des Français qui n'ont qu'une seule nationalité, ça ne vous dérange pas? Alors, si jamais c'était présenté comme ça, si. Cela étant, ce n'est pas le cas. Ce qui est prévu, c'est que la déchéance de nationalité touche tout le monde. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, la France a signé une convention en 1961 avec l'ONU pour régler un problème qui était vieux comme le monde, vieux comme les États, qui était qu'on ne pouvait pas avoir des gens qui soient citoyens d'aucun État. Et donc, on a eu cette convention qu'on a signée, sur laquelle personne ne veut revenir, qui interdit de créer des apatrides. Mais si on en avait la possibilité, en quelque sorte, c'est quelque chose qui, évidemment, devrait s'appliquer aux Français qui retournent leurs armes contre leur pays, y compris s'ils sont nés de deux parents français. Ça ne s'appliquera pas, donc ça créera forcément deux sortes de Français. Moi, je ne pense pas du tout que les binationaux, puisque c'est d'eux dont on parle, se sentent stigmatisés d'aucune manière par une disposition qui s'attaque à quelques terroristes d'origine française, si vous voulez, et qui seraient condamnés au terme d'un procès en assises et en appel. Et donc, vous voyez, on n'a plus beaucoup de temps, Maël de Caland. Juste un mot pour finir. Juste un mot pour finir. Ça n'est ni la potion miracle, ni la catastrophe qu'on décrit. C'est un symbole, mais que je trouve tout à fait périphérique. Moi, je préférerais que vous nous invitiez à débattre deux sujets liés à la lutte antiterroriste. Une dernière question pour Jean-Luc Blonven. Vous étiez déjà positionné contre la loi renseignement portée par le député finistérien à l'époque, Jean-Jacques Urvoas. Maintenant qu'il est ministre de la Justice, qu'est-ce que vous pensez de sa nomination au gouvernement? Finalement, ça fait 2 fois que vous n'êtes pas vraiment d'accord. Non, je suis très heureux. Je crois que Jean-Jacques Urvoas fait un très, très bon travail. Non, je crois que sur cette question, il faut aussi, on est dans le débat, et je crois qu'il faut montrer aussi que, je crois que les représentants du pays doivent montrer aussi qu'il y a des limites. Et je crois qu'au fond, cet équilibre se trouvera. Et moi, je suis convaincu que la question de la loi sur le renseignement posait aussi beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes qui n'ont pas été suffisamment travaillés, à mon avis. Et moi, je suis favorable à ce qu'on mette des moyens, parce qu'aujourd'hui, on est face à une vraie guerre. On a des attaques réelles, et donc il faut des moyens. Moi, je ne suis pas contre le fait, mais je crois qu'il faut faire très attention. C'est des sujets qui doivent aussi être travaillés. Donc à ce moment-là, moi, j'arrive pas trop vite, en fait. Voilà, je crois on est dans le symbole, et en même temps, le symbole, c'est ça qui fait aussi le lien national, c'est ça qui fait aussi la France. Donc on doit être très vigilant. Et je crois sur la question des binationaux, puisque c'est le sujet. Moi, j'en ai rencontré beaucoup, et ça a été vraiment un choc pour certains. Ils ont très mal vécu ça. Et donc, je crois qu'il faut, si ça représente 3 millions de personnes, on ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est fini, messieurs. On n'a plus de temps. On doit laisser un petit peu de temps à Ludovic pour parler de sport. Merci en tous les cas d'être venu sur notre plateau, et on passe sans attendre à l'instant sport. Ludovic, on démarre avec du football et le Stade brestois qui rencontrait Paris, c'était vendredi à Francis-le-Blé. Et avec un Stade brestois sous pression avant cette rencontre, Pauline, face au dernier du classement, Brest qui s'est imposé sur le plus petit des scores, 1-0, grâce à son buteur providentiel, Youssef Hannan, son 7e but en championnat, but inscrit à la demi-heure de jeu suite à un débordement de Joseph Moroz côté droit. On va le voir dans quelques minutes. Voilà le but inscrit par le Stade brestois. Brest qui s'est fait une belle frayeur en deuxième mi-temps sur une occasion de Bamboula, une rencontre qui s'est terminée dans une certaine confusion lorsque le président du club, Yvon Kermarek, est venu exprimer son mécontentement envers les groupes de supporters à qui il reproche de ne pas soutenir l'équipe. Ça fait maintenant plusieurs semaines que ces groupes de supporters sont en conflit ouvert avec le club, le président et l'entraîneur. Mais pour revenir aux sportifs, la bonne nouvelle est que Brest grimpe à la 10e place suite à cette victoire et compte 9 points d'avance sur le premier relégable. Brest qui rejoue dès demain mardi avec un déplacement compliqué sur le terrain de Lens avant de recevoir Bourg-en-Bresse. Ça sera vendredi soir. Et puis, c'est pas très souvent, mais on va parler de rugby, Ludo, avec ce week-end le club de Plouzané qui rencontrait celui d'Oré. Plouzané, le porte-drapeau du rugby finistérien qui réussit un début de saison très prometteur. 10e victoire en 12 rencontres de Fédéral 3 avec un large succès 36-0 dans le derby face à Oré. 6 essais au total inscrits dans cette partie malgré des conditions de jeu pas forcément idéales. Vous le voyez à l'image, beaucoup de pluie, du vent et de la boue.
Plouzané qui confirme sa montée en puissance saison après saison. Ils sont actuellement seconds du championnat et peuvent d'ores et déjà penser aux phases finales d'accession en Fédéral 2. Des phases finales qui auront lieu au mois de mai, on n'y est pas encore. Et d'ici là, on espère que les pelouses auront repris un peu de couleur. Et puis on termine avec du football américain et Brest face à Cholet. Et on reste dans les sports virils avec du foot américain et le Tonnerre de Brest qui disputait son premier match de la saison à domicile. Les Brestois qui s'étaient imposés à Angers lors de la première journée n'ont rien pu faire. Cette fois-ci face à l'un des favoris du championnat de Division 3. Défaite 22-12 face à Cholet, le Tonnerre de Brest qui va enregistrer le renfort d'un nouveau joueur tout droit venu des États-Unis. Il se nomme Anthony Johnson, il évolue au poste de quarterback et il devrait poser ses valises à Brest dans le courant de la semaine. Un beau bébé d'1m90 pour 90 kg, un renfort de poids donc pour le Tonnerre de Brest qui ambitionne de jouer le rôle d'outsider dans ce championnat. Merci beaucoup Ludovic, merci d'ailleurs à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.